tous, je suis Lorraine Safou et donc dans le cadre du festival BD USA, j'ai donc réalisé cette présentation sur la diversité en littérature jeunesse et surtout faire le bilan et proposer d'autres perspectives pour une littérature plus représentative. Le point de départ du coup que je voulais proposer, c'est déjà un petit état des lieux. C'est-à-dire qu'en 2020, donc, on retient quelques chiffres clés sur les études qui ont été produites par les statistiques, donc par la coopérative Children's Book Center, qui en fait, donc dans cette étude, révèle qu'encore en 2020, on remarque majoritairement en littérature jeunesse aux États-Unis 41% d'enfants blancs représentés, 29% d'animaux, 12% d'enfants noirs, 9% d'enfants asiatiques, 6% d'enfants latines et 3% d'enfants ayant un handicap visible ou invisible. Donc, il y a certes une légère amélioration par rapport à il y a 2 ans, puisque ce sont des études qui sont produites tous les 2 ans par ce même observatoire, mais c'est une amélioration qui reste quand même très légère et qui est aussi remise en question, puisque même si donc, on a une augmentation en termes de représentation dans ces livres pour enfants, cette progression de diversité dans les pages des livres et sur les couvertures ne suit pas quand il est question de la diversité en fait des acteurs. Je m'explique. Quand on regarde l'étude de l'INLO, donc qui a justement sonné un peu la sonnette d'alarme, l'INLO en fait pointe du doigt le fait que très souvent, il y a très peu encore de diversité au niveau des auteurs et des illustrateurs dans cette industrie et que la diversité que l'on peut reconnaître ou apercevoir dans les ouvrages peut servir presque de paravent aux discriminations en fait, qui sont encore présentes dans le monde de l'édition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, malgré cette progression, comme je l'ai dit, très légère, on a toujours un problème d'accessibilité pour les personnes issues des groupes minorisés à des postes de création, à des postes de production de la culture. Si je dois donner quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'entre 2018 et 2020, il y a certes une légère progression aussi du nombre d'auteurs issus des groupes minorisés et surtout racisés dans le monde de l'édition. En 2018, on comptait 23,79% d'auteurs non blancs du coup, dans l'industrie de la littérature jeunesse aux États-Unis. Et en 2020, c'est monté jusqu'à 28,56% aux USA. Alors, rappelons-le encore une fois, pourquoi il est intéressant de prendre les chiffres des États-Unis. D'une part, parce que donc les statistiques ethniques en France sont soumises à une réglementation, donc tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et également aussi parce que le marché américain sert aussi pour le marché français d'une sorte de projection des tendances du marché du livre en France. Donc, ce qui se passe aux États-Unis a de très fortes chances de représenter aussi le cas en fait, des marchés européens et particulièrement le cas de la France. Donc le manque de représentation que l'on retrouve en littérature jeunesse aux États-Unis est très semblable, extrêmement semblable à ce que l'on retrouve en France. Alors évidemment, la question que l'on peut se poser, c'est qu'en est-il en fait de la bande dessinée, puisque c'est aussi le médium qui nous intéresse dans le cadre de ce festival. À ma grande surprise, dans le cas de la bande dessinée, il n'y a pas de chiffres aux États-Unis sur la diversité des personnages ou même des intrigues dans la production américaine et franco-belge. Ce qui est assez étonnant puisqu'on sait que voilà, les États-Unis sont souvent en avance sur le fait de produire des statistiques sur ces questions-là, mais en bande dessinée, c'est le néant. C'est le néant. Et les seules statistiques, ou du moins les seuls chiffres que j'ai réussi à trouver, c'est qui a accès en fait aujourd'hui au poste d'auteur BD aux États-Unis. Donc il y a un graphique qui donc a été fourni par le site Zipia, où donc dans le milieu du comics, on retrouve du coup 79% d'auteurs blancs, 7% d'auteurs hispaniques et latinos, 5%, presque 6, d'auteurs afro-américains ou noirs simplement, 4% d'auteurs asiatiques et les 3 autres pourcents se disputent entre les Amérindiens, les natifs d'Alaska et probablement aussi les auteurs du Pacifique. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même une surreprésentation aussi ici et donc
encore une fois, des discriminations qui ne permettent pas l'accessibilité à la création de nouvelles histoires par notamment des auteurs issus de groupes minorisés. Bonjour. Alors c'est vrai que ces dernières années, la question de la diversité en littérature jeunesse, que ce soit en BD ou ailleurs, a énormément pris de place, notamment aux États-Unis avec le mouvement We Need Diverse Books, entre autres, et plusieurs associations qui se sont mobilisées pour produire ces statistiques et pour justement commencer un dialogue avec les maisons d'édition et aussi participer à la promotion d'auteurs issus de groupes minorisés. La question que je me suis posée, c'est est-ce que cette question de la diversité prend autant de place quand il est question de la BD franco-belge en France? Et la réponse est assez surprenante puisque, alors, on a beaucoup de productions d'articles sur l'histoire de la bande dessinée en France, et même parfois de son rôle dans un imaginaire colonial. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est du côté académique. Mais quand il est question de conversation en fait dans la presse, etc., les seules fois où la question de diversité est abordée dans le milieu de la bande dessinée franco-belge, c'est notamment par rapport à des polémiques ou donc à des mobilisations. Pour donner un exemple, on se souvient très bien en 2016 du Festival d'été d'Angoulême qui a été accusé de sexisme après une sélection 100% masculine de ses lauréats. Et donc, à la suite du coup de cette mobilisation d'autrices et d'auteurs pour dénoncer ce sexisme-là, on a vu effectivement on va dire un changement, ou en tout cas une attention portée à la publication et à la reconnaissance en fait des autrices dans le milieu de la bande dessinée. Il est arrivé aussi la même chose, notamment après le décès de George Floyd, où en fait, donc ce que j'appelle un peu de manière cynique l'effet sur George Floyd, où en fait, effectivement, après le meurtre de cet homme afro-américain en mai 2020 par les forces de police, on a assisté en fait à une mobilisation internationale sur la nécessité de lutter contre le racisme, de sensibiliser notamment à travers la littérature et particulièrement la littérature jeunesse, les enfants au racisme. Et donc cet élan a permis en fait une sorte de mobilisation à la fois des éditeurs et des lecteurs, et on a vu pour la première fois aux États-Unis dans les New York best-sellers des livres en fait mettant en avant des personnages noirs dans le top 3, ce qui n'était jamais arrivé avant 2020. Donc c'est aussi se poser la question de pourquoi il a fallu autant de décennies pour arriver à ça. Mais là où on aurait pu se dire bon, au moins c'est un levier de changement, ce qu'une très bonne étude démontre, donc sur le site de Rhodes Radar, il montre qu'un an après, donc un an après ces résultats au New York Bestseller, on assiste à une diminution de 23% dans la production des livres montrant des personnages noirs. C'est-à-dire qu'en fait, on a un déclin passé un an qui nous montre en fait que cette mobilisation est plus sujet à un effet de tendance qu'à une vraie mobilisation autour de ces questions en fait de représentation. Là, ici, sur le cas des questions ethniques, mais qui, en fait, nous fait questionner sur, voilà, est-ce que aussi, pareil, sur la question du genre, est-ce que c'est pas un effet de mode qui va s'essouffler? Comment on peut faire pour pérenniser cette mobilisation pour une littérature plus représentative sur des décennies et, en fait, pour l'avenir de nos enfants. Ce que l'on peut retenir déjà de cet état des lieux aujourd'hui, c'est qu'on remarque évidemment donc une nette progression vers une littérature jeunesse qui soit plus représentative, mais la bande dessinée n'a pas encore initié de changements vraiment significatifs de ce côté-là, que ce soit, comme je le montrais, sur la question du sexisme ou sur la question du racisme. Et l'absence d'acteurs de la production littéraire issus des groupes minorisés, donc que ce soit des acteurs, des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, etc., contribue à rendre éphémère, voire lent, ou c'est quelques améliorations, et en font du coup souvent des tendances plus que de réels changements qui peuvent s'inscrire dans le temps. Les différentes conversations et mobilisations pour un monde de la bande dessinée plus représentative restent souvent à l'initiative aussi des auteurs et des lecteurs, comme le montrait du coup le mouvement We Need Diverse Books,
et donc les différentes associations qui prennent en charge cette question des statistiques que j'ai exposées ici. Un autre point qu'il faudra aussi garder en mémoire, c'est que la traduction des bandes dessinées américaines sert souvent de paravent pour ne pas s'intéresser ou s'inquiéter du manque de diversité dans le milieu de la bande dessinée franco-belge, et donc freine l'émergence et la publication de nouveaux talents français et francophones. Maintenant qu'on a fait le bilan donc de l'état des lieux, tant sur la littérature jeunesse et sur la bande dessinée, la question que l'on se pose évidemment, c'est quelle solution pour changer ça? Quelle solution pour amener à des changements qui s'inscrivent dans le temps pour une représentation plus diversifiée et en fait finalement pour une réelle représentativité tant dans les livres que dans l'industrie du monde du livre. Alors, c'est vraiment des solutions qui sont basées, en tout cas, sur les observations que j'ai pu faire au fil de ces années, étant moi-même, du coup, membre de l'association Diversité and Kids, donc basée en région parisienne. Et donc, la première perspective, ou du moins solution qui me semble vraiment fondamentale, c'est faciliter l'accès de nouveaux talents dans le monde de l'édition. Donc, c'est-à-dire une collaboration possible entre des éditeurs qui choisissent du coup de participer à l'émergence de nouvelles voix et de travailler aussi avec des associations qui sont au contact de ce public-là, donc de ces publics minorisés et qui sont à même de travailler dans le cadre d'un partenariat avec des éditeurs. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'association Diversité and Kids pour la publication Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache, qui est donc un recueil de nouvelles de 6 autrices, dont 3 nouvelles autrices qui, donc à l'issue d'un concours et donc d'un appel à nouvelles, ont obtenu du coup leur premier contrat d'édition et donc la possibilité donc de s'inscrire, enfin en tout cas de s'insérer dans le monde du livre. Car rappelons-le, avoir un premier contrat d'édition, ce n'est pas seulement avoir accès à la publication, c'est aussi pouvoir faire des demandes à des bourses d'aide au CNL, c'est pouvoir candidater à des résidences d'écriture. Donc c'est quand même avoir accès en fait à des leviers qui permettent de professionnaliser une carrière d'auteur sur le long terme. Le second cas que je trouve très intéressant, c'est notamment en fait de aller chercher donc des auteurs autopubliés qui aujourd'hui ont prouvé par leurs livres qu'ils ont réussi à rassembler un public. Je pense notamment donc au manga The Last Kami, donc de Dwayne Uno et Michael Dambi, et également aussi à Mulatako, qui est donc une bande dessinée produite par Randy Boussy et Karine Bahanang, qui sont des publications auto-éditées de grande qualité, qui ont su en fait créer un lectorat en fait autour de leur création et dont l'accès en fait à l'édition traditionnelle permettrait une meilleure distribution et diffusion, et donc aussi qui pourrait permettre de participer à une diversité du catalogue littéraire que l'on connaît aujourd'hui. Une troisième perspective qui est déjà portée par certains éditeurs aujourd'hui, c'est le fait de prospecter en fait sur les plateformes telles que Wattpad ou Webtoon pour dénicher de nouveaux talents. Donc je pensais notamment à La France Grise, qui est donc une BD produite par Elka Imani et qui est donc dans un milieu SF qui donc se place en banlieue parisienne et qui qui traite de plusieurs débats de société avec des personnages complètement diversifiés et assez inédits. Donc c'est aussi développer une curiosité pour aller chercher en fait ces nouveaux talents. Une autre perspective qui est évidemment d'embaucher des éditeurs et des éditrices d'horizons divers et qui soient aussi engagés dans cette idée de lutter pour une littérature plus représentative. Je pense notamment au travail de Delphine Guyenne, qui était donc chez Akata Manga pendant 2 ans, et donc la collection Young Novel, qui était quand même centrée sur des livres anglophones, a quand même permis la publication de 15 titres, donc 15 romans, avec un panel de personnages diversifiés complètement différents, tant sur la question de l'handicap, ou de proposer des personnages de confession musulmane, ou de proposer des personnages des communautés LGBT, ou voilà, une vraie diversité, tant dans les intrigues que dans les auteurs
qui porte ces œuvres-là. Et donc, qui a changé quand même tout un catalogue en l'espace de seulement 2 ans. Et donc, il y a aussi, plus largement, permis de voir sur les étals donc des romans jeunesse, du coup, plus représentatifs et plus proches, en fait, de son lectorat. Enfin, une dernière perspective que le festival porte aussi en proposant justement d'aborder en fait ce dialogue avec vous, c'est s'éduquer et se former sur quels sont les récits uniques et les stéréotypes que l'on voit encore trop souvent dans les imaginaires. Donc comment comment les repérer, comment en fait veiller à ne pas reproduire constamment en fait les mêmes stéréotypes auprès des enfants qui finalement les absorbent et du coup soit sont invisibilisés, soit vont reproduire aussi d'autres violences. Donc il existe des formations pour ça avec des associations, il existe des consultants qui peuvent accompagner et sensibiliser aux discriminations, l'industrie du livre et aussi effectivement toutes les personnes qui décident de vouloir s'informer et de prendre part à ce mouvement pour une littérature plus représentative. Voilà, je pense qu'en tout cas, c'est plusieurs pistes de réflexion qui peuvent en tout cas amener à plusieurs changements sur le long terme. Et évidemment, je remercie encore une fois le festival BD USA de m'avoir permis en tout cas de proposer cette rencontre. Et j'espère que ces différentes solutions vous inspireront aussi dans votre quotidien à peut-être avoir la curiosité de chercher des histoires qu'on ne voit pas assez. Je vous remercie.